Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire, encore une fois sur le catalogage de données géographiques et sur le retour d'expérience des communautés d'agglomération du Grand Belfort et du Grand Avignon. Donc il s'agit du troisième épisode de la saison 9 des webinaires ISOGEO, qui sont centrés justement sur les retours d'expérience de nos différents utilisateurs. Et tous ces épisodes seront disponibles gratuitement en replay sur notre chaîne YouTube. Donc pour les curieux, les 2 premiers épisodes ont déjà été publiés. Il s'agissait des retours d'expérience de la métropole Rouen-Normandie et des communautés de communes du Grand Pontarlier et du Pays d'Ancenis. N'hésitez pas non plus à vous inscrire au dernier épisode qui aura lieu le 29 juillet, sur le retour d'expérience de Haropaport puisque, le formulaire d'inscription est déjà disponible, sur le site webinaire.isogeo.com avec un S à webinaire, faites bien attention. Voilà, on espère vous y retrouver nombreux. Et comme d'habitude, nous serons aujourd'hui ensemble pour environ 1 heure de présentation. Donc je vais commencer, ce webinaire par une petite introduction rapide de la société ISOGEO et de la solution de catalogage qu'on propose. Ensuite, alors cette fois, on va un peu inverser les rôles. Il y aura le retour d'expérience du Grand Avignon tout d'abord, puis celui du Grand Belfort et on clôturera ce webinaire par une session de questions-réponses. Donc voilà, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions au fil de l'eau dans l'onglet conversation de Teams, puisqu'on les passera en revue et on y répondra en fin de séance lors de cette petite, session dédiée. Avant de commencer quand même, on va faire un petit tour de table de tous les intervenants. Donc je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Emma Pinon, je suis responsable, marketing et communication chez ISOGEO et j'anime, aujourd'hui ce webinaire. Carlo, je te laisse, prendre la main. Merci Emma. Du coup, moi je m'appelle Carlo Vuzanar, je suis chef de projet chez Isogeo et donc je suis là aujourd'hui pour assister Emma, dans, ce webinaire et aussi je m'occuperai de la dernière partie de questions-réponses, voilà, pour, un peu lire les questions et répondre au cas où il y a des questions, qui ne concernent pas directement, nos 3 participants, nos 3 intervenants. À toi Anthony. Bonjour à tous, Anthony Méraud, je suis responsable des systèmes d'information géographique au sein de la ville et du Grand Belfort. Donc, en charge de la data au quotidien depuis maintenant plus de 10 ans. On va vous expliquer un petit peu nos missions qui sont de cataloguer, gérer et d'indexer la data de façon qualitative. Et je serai accompagné de mon collègue Vincent Becker qui est à l'arrière là. Je vais laisser présenter. Bonjour, Vincent Becker. Donc, je suis entre autres chargé de mission sur Open Data, donc utilisateur d'ISOGEO pour tout ce qui est catalogage et référencement de la donnée et création des métadonnées. On se dit à tout à l'heure pour vous en dire plus. Merci. Jérôme, je te laisse te présenter aussi. Bonjour, donc Jérôme Gourmelon, moi je suis responsable du système d'information géographique au sein de la communauté d'agglo du Grand Avignon. Donc voilà, on a mis en place la solution ISOGEO depuis un an maintenant pour cataloguer, renseigner le volume de données qu'on a. C'est ce que je vous présenterai très rapidement. Super, merci à tous. Alors avant les présentations, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais rapidement introduire la société ISOGEO et la solution. Donc, on est une petite société, éditrice de logiciels qui a été créée en 2009, ça fait déjà pas mal de temps et on propose aux organismes publics et privés équipés d'un SIG, une solution qui leur permet de gérer et de valoriser leurs données géographiques. Donc, cette solution, elle vient d'un constat. Au fil du temps, on a vraiment constaté que les patrimoines SIG des organismes, sont souvent sous-exploités. Il y a de plus en plus de données, de plus en plus de formats, de plus en plus de géoservices aussi. Et de manière générale, il devient vraiment compliqué d'adopter un point de vue global sur l'ensemble de son patrimoine, ce qui entraîne de nombreux problèmes et notamment, des données dupliquées, des données partiellement documentées, des rachats inutiles également, mais surtout une véritable perte de temps, aussi bien pour les utilisateurs qui cherchent de l'information et des données, que pour les administrateurs des données qui sont vraiment sans cesse sollicités et qui doivent gérer, au quotidien des centaines de jeux de données. Donc, face à ce constat, on essaie justement d'aider nos utilisateurs grâce à un catalogue exhaustif, à jour et documenté
de toutes leurs ressources SIG, qui permet justement d'éviter tous les problèmes que je viens de mentionner. Et pour rentrer un tout petit peu dans les détails, notre solution repose principalement sur une plateforme SaaS, qui centralise toutes vos fiches de métadonnées dans un inventaire unique et surtout automatiquement mis à jour grâce au scan ISO-Géo, puisque le scan va aller fouiller dans vos données, il va les recenser, il va créer automatiquement vos fiches de métadonnées et même pré-remplir certains champs pour vous faire gagner du temps. Et il sera en mesure de détecter, si des modifications ont été apportées à vos données entre 2 lancements de scan et de passer les modifications directement dans vos fiches de métadonnées, pour que votre inventaire soit bien mis à jour. En plus de cette plateforme, il y a de nombreux modules et des applications tierces qui vont vous permettre de valoriser vos données. Donc, par exemple, en les partageant en interne, en les partageant auprès de vos partenaires. Vous pouvez également les publier en ligne grâce à l'Open Catalog ou même les retrouver dans vos logiciels SIG directement. Enfin, retrouver vos fiches de métadonnées dans vos logiciels SIG, donc dans QGIS, ArcGIS Pro, la plateforme Web App Builder d'Esri. Et enfin, notre équipe vous accompagne donc tout au long de la mise en place de la solution avec un audit de votre SIG, tout au début du process, pour, pouvoir adopter, votre projet de catalogage à votre environnement et à votre patrimoine, mais aussi avec de nombreux points de suivi et bien sûr des formations personnalisées qui vous permettront d'être autonome sur l'ensemble de la solution. Donc, on peut maintenant passer au retour d'expérience des utilisateurs de la solution. Donc je te laisse la main, Jérôme, puisqu'on va commencer par toi. OK, donc je vais vous présenter donc le retour d'expérience, du Grand Avignon. Donc nous, c'est un retour d'expérience, on va dire, sur une année, puisque ça fait un an qu'on est lancé. Alors je vais vous présenter, dans un premier temps, la communauté d'agglomération du Grand Avignon. Donc en gros, c'est 300 km². On est répartis, sur 16 communes. On est juste en dessous de la barre des 200 000 habitants et la grosse particularité, du territoire du Grand Avignon, c'est qu'on est à cheval sur, 2 départements, le Vaucluse et le Gard et également, par conséquence, 2 régions, la PACA et l'Occitanie. Donc on verra qu'en termes de gestion de données, ça complexifie légèrement les choses puisque, on se trouve donc sur, très souvent sur des sources de données, pour une même thématique, qui vont être différentes en fonction de la région ou du département qui les fournit. Donc voilà, grosso modo, à quoi ressemble le territoire du Grand Avignon. Donc la limite géographique entre la Durance, enfin entre le Vaucluse et le Gard, donc c'est la vallée du Rhône, comme on voit là sur la carto. Donc on voit que notre territoire est vraiment quasiment à 50, enfin 50-50, PACA et Occitanie. Ensuite, en termes de compétences gérées par le Grand Avignon, donc on a des compétences obligatoires et optionnelles. Donc les principales, c'est le logement, l'habitat, politique de la ville, la gestion de tout ce qui est réseau humide, l'aménagement du territoire par le biais de développement de zones d'activité économique, et cetera. La gestion des déchets, tout ce qui est, transport et déplacement, donc les transports urbains, le tramway. Ensuite, tout ce qui est promotion, de l'environnement et de l'énergie. Le développement éco, le tourisme et le suivi de l'emploi et également une autre particularité, c'est tout ce qui est enseignement artistique et accès à la culture. Donc on va voir que quasiment l'ensemble de ces compétences ont besoin du système d'information géographique et de ces données liées. Donc le service SIG au sein donc du Grand Avignon, donc il existe depuis 2006. Il a été vraiment construit comme un outil transversal et mutualisé. Donc il est mutualisé il est mis à disposition des communes de l'agglomération. Les principaux utilisateurs du SIG, donc c'est essentiellement, les services urbanistes, les services techniques, mais après des services, un peu plus, spécifiques comme, le développement éco, le transport, l'habitat. Voilà, je vais pas tous les lister, mais on a, voilà, quasiment l'intégralité des services qui utilisent aujourd'hui, le SIG. Donc ils l'utilisent, ils le consomment en termes de data, ils le consomment également au niveau des applications métiers. Donc voici quelques chiffres, liés à notre service. Donc il a été créé en 2006. Il est actuellement composé de 2 agents, donc moi-même l'administrateur et d'une technicienne SIG.
On a plus de 350 utilisateurs inscrits sur notre plateforme WebCarto. Donc c'est notre plateforme, essentielle de diffusion. Donc voilà, on recense à peu près 3000 connexions par mois sur notre site. Via cette plateforme, on a environ un peu plus de 800 couches d'informations, disponibles. Donc ça, c'est vraiment les couches, principales qu'on utilise. Après, on a encore tout un stock, je dirais dans des répertoires de fichiers ou autres. On réalise plus de 254 cartographies par an à peu près et il est utilisé par la quasi-totalité des services de l'agglomération. D'un point de vue architecture, donc voilà comment se présente notre SIG. Donc on va dire que le cœur du système, c'est notre base PostgrePOGIS avec nos 800 couches d'informations qui vont être réparties dans environ une cinquantaine de schémas qui sont liés aux différentes thématiques de l'agglo. D'un point de vue logiciel bureautique, donc pour produire de la carto et manipuler les données, donc on utilise QGIS. On a encore quelques licences ArcGIS. On utilise aussi AutoCAD Map 3D. Pour jongler entre toutes ces données, les différents formats, donc on utilise également un ETL, FME. Ensuite, notre principal outil de diffusion web à tous les agents, au grand public également, donc ça va être, le géogénérateur développé par la société Business Geographic. Et à partir de ce géogénérateur, donc on va développer, en environ une quinzaine d'applications métiers qui vont être spécifiques, donc soit à l'urbanisme, à l'habitat, à l'assainissement, et cetera, et cetera. Il est également lié à notre logiciel d'instruction des permis de construire, donc Oxalis. Et donc depuis 1 an désormais, donc on a greffé, sur notre système, donc la solution ISOGEO pour pouvoir documenter et cataloguer le volume de données. Donc qu'est-ce qui nous a poussé à faire l'acquisition d'ISOGEO? Donc déjà, on se retrouve quand même face à un volume de données important à gérer. Donc on avait quand même, on connaît très bien notre SIG, mais voilà, à un moment donné, il faut quand même pouvoir tout stocker, tout bien renseigner et plus facilement s'y retrouver. Heu, on avait également besoin de stocker toutes nos procédures de mise à jour, c'est-à-dire, telle donnée, où est-ce qu'on a été la chercher, comment on la manipule, dans quelle base on la pousse, dans quel schéma, et cetera. Donc ça, on a trouvé que c'était bien aussi de lier cette notion de catalogage, mais aussi avec une notion de gestion derrière de la donnée. Il y a aussi également un point qu'on a remarqué, en fait, les agents savent qu'on nous, on a de la donnée, donc on vient nous voir, en grosso modo, les demandes, c'est, sur le thème de l'assainissement, envoyez tout ce que vous avez. Donc nous, on souhaite, mettre à disposition de chaque service, des catalogues thématiques pour qu'ils aient également conscience des données qu'on a, hein. Certains agents vont connaître quand c'est leurs données métiers à eux, mais on trouve ça intéressant aussi de pouvoir communiquer sur l'ensemble des jeux de données du service. On est aussi lié à la diffusion en open data de nos données. Donc ça aussi, j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais cette diffusion open data, nous on se retrouve sur 2 régions, donc on pourrait diffuser sur 2 portails, régionaux. En fait, il y en a 3, il y en a 2 en PACA et 1 en Occitanie, plus le portail national. Donc voilà, on voulait aussi un outil qui nous permette un peu d'arroser tous les portails sans forcément multiplier à chaque fois toutes les manipulations. Et on l'a constaté avant et on le constate pendant la saisie des métadonnées, ça va nous permettre également de faire un bon nettoyage, du volume de données qu'on a. Pourquoi on s'est orienté vers ISOGEO? Donc en fait, ISOGEO, ça faisait déjà quelques années qu'on les croisait à la fois sur des salons, type Géomatique et cetera. Et donc voilà, c'est je crois que c'est une solution unique, hein, qui s'adapte aux données géographiques. Il y a d'autres, systèmes de catalogage, mais qui ne sont pas spécifiques à la donnée géographique. Ce qui nous paraissait intéressant aussi chez eux, c'est pouvoir faire du moissonnage en masse de données. En gros, techniquement, nous, on se greffe sur notre base, PostGIS et en fait, voilà, FME va aller scanner toutes les données qui sont à l'intérieur. Donc il permet aussi donc la saisie en masse d'informations, ce qui était, très intéressant
Il était adapté à nos besoins. Il nous permet également, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué dans les besoins, mais il faut quand même suivre également la réglementation, donc par rapport à la mise à jour des métadonnées et la mise à disposition de données. Et ce qui nous a aidé à franchir le pas, c'est, notamment la mise à disposition d'un POC gratuit. C'est-à-dire, grosso modo, il y a 1 an, on a fait un essai pendant 1 mois de leur solution, avec quelques jeux de données test pour voir, voilà, comment ça fonctionnait, combien de temps on pourrait mettre pour décrire nos données. Donc on a vu finalement, bon, ben, la tâche, elle est assez longue, mais pas si compliquée que ça. Donc voilà, ça nous a permis de basculer, sur ISOGEO. Les outils mis en place, donc ce qu'on a fait comme acquisition auprès d'ISOGEO, donc on a fait l'acquisition du module scan. Donc le module scan, comme je le disais tout à l'heure, ça nous permet de nous greffer à notre base Postgre, PostGIS et de le faire jouer, autant de fois qu'on veut, dans un mois, dans l'année, ou mettre des tâches, automatiques pour le faire jouer 1 fois par semaine, et cetera. Donc là, nous, on le branche uniquement sur notre base PostGIS, Postgre, mais on peut le greffer, sur des répertoires de fichiers, et lister d'autres données. Donc pour l'instant, nous, on s'attaque vraiment à notre cœur de base, mais après on verra pour élargir. On a fait l'acquisition du module Open Catalog. Donc là, ce module, je vous le montrerai rapidement tout à l'heure, ça va permettre de créer des catalogues par, grande thématique pour pouvoir le diffuser auprès des services, des communes. Et pourquoi pas également auprès de bureaux d'études qui auraient besoin de données, à exploiter. Comme ça, on peut leur permettre, voilà, nous on a ça et qu'est-ce que vous souhaitez avoir? Donc ça, c'est très intéressant. On a fait également l'acquisition du module CSW. Donc ça, c'est pour, faciliter la future diffusion vers les différentes plateformes open data, hein. Comme je le disais, il y a le CRIJ, pour la région PACA, il y a la plateforme également DataSud, il y a aussi la plateforme OpenIG en Occitanie, il y a la plateforme data.gouv au niveau national. Ça pourrait nous permettre de répondre à tout ça. Et on a pris également une petite option, facilitatrice, donc c'est le plugin QGIS qui nous permet d'avoir la possibilité de consulter nos catalogues, les catalogues de données et d'afficher les données dans QGIS. Donc là aussi, on a quelques utilisateurs, on va dire experts et siglés sur lequel, qui utilisent QGIS, donc ça pourrait aussi leur faciliter la vie dans l'exploitation de nos données. Donc là, je vais vous présenter rapidement le planning, voilà, depuis 1 an, où on en est, comment ça s'est passé la relation, avec ISOGEO. Donc nous, ce qui nous a donc voilà, je vous dis ça fait 1 an, on a commencé, donc le 17 mai 2022 avec l'installation du scan, sur notre serveur. Donc ça a été suivi d'une journée d'audit le 31 mai. Alors à savoir qu'en fait cette journée d'audit, c'est pas que ça a été une révélation pour nous, mais presque, mais c'est vraiment hyper important. On s'était quand même posé bien, hein, la question, hein, sur nos données avant de se lancer dans ISOGEO. Mais pour le coup, leur expertise, l'aide de Carlo, se poser une journée sur vraiment, voilà, toutes les données qu'on a référencées, comment peut-être revoir un peu l'organisation, tout ça. Donc ça a été quelque chose qu'on a beaucoup apprécié parce que, ça permet vraiment de prendre du recul, des choses qu'on fait très rarement. On a toujours la tête dans le guidon. Donc voilà, cette journée a été très importante. On a eu quelques jours pour digérer, donc ensuite formation admin, hein, de façon classique sur ISOGEO. Et donc depuis, donc on a commencé la saisie. Donc j'en reparlerai un peu plus tard, mais voilà, c'est quand même un gros morceau, hein, la saisie des données, ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc on avance, hein, depuis, maintenant on va dire août, on saisit de la donnée. Et ce qu'il y a de bien avec ISOGEO, donc il y a la possibilité de faire des points avec eux. Donc ça nous permet de discuter des difficultés rencontrées, des problèmes qu'on rencontre et puis, l'air de rien, ça aussi nous motive, à dire: «Bon, on va bientôt faire le point avec ISOGEO, là, il faut saisir un peu plus de données, il faut avancer». Donc voilà, c'est gagnant-gagnant. Donc nous, voilà, pendant tout ce processus de déploiement, Heu, on a beaucoup apprécié l'accompagnement. C'est, rarement le cas avec d'autres solutions logicielles et tout ça et là, enfin voilà, je tenais à le souligner. Rapidement, un petit peu concrètement, comment on utilise, le catalogue.
Donc là, par exemple, vous voyez, on a fait un imprimé écran de notre base Postgre. Et grosso modo, dans ISOGEO, on a référencé tous les schémas de Postgre sous forme de catalogue. Et ça nous permet de pouvoir voilà, cataloguer et renseigner les données par thématique. Et également, ça peut nous permettre de renseigner en masse. Par exemple, si on prend l'exemple du cadastre, eh ben, on a les 37 données qui sont issues de l'exploitation des formats IDIGEO du cadastre. Et ben là, on peut renseigner en masse une grande partie des informations. Donc à savoir qu'actuellement, les données sont saisies par le service SIG, donc ça va avoir 2 personnes et on envisage, graduellement peut-être de faire également saisir des données par d'autres services, notamment le service Habitat qui a une bonne connaissance des données qu'ils exploitent. Je vais vous présenter un petit peu rapidement donc la production de catalogue, à quoi ça ressemble. Hop, je vais basculer sur ISOGEO, voilà. Donc ISOGEO, voilà comment ça se présente, hein, là, ça liste toutes les informations qu'on a. Je peux vous montrer par exemple qu'est-ce qu'il y a de bien. Ouais, ça, pourquoi pas. Donc voilà, ça va nous permettre de renseigner, hop, l'histoire, l'identification, la géographie, en gros toutes les métadonnées qui sont nécessaires à être conformes à la réglementation. Et également, donc là, j'ai pas pris le bon exemple, mais aussi pour nous de visualiser tout ce qui est méthodologie de mise, alors on n'a pas encore tout bien renseigné, mais tout ce qui est mise à jour. Hop, histoire, donc voilà. Donc là, on a l'historique des modifications par rapport à ces données. Donc là, c'est des données qui sont utilisées, qui sont mises à jour directement par le service collecte. Bref, enfin, on a tous ces exemples-là. Et à partir de ce travail de renseignement, hein, il y a beaucoup d'aides en ligne pour pouvoir s'y retrouver, hein, parce que c'est des volumes de données importants. Et après, à l'issue de ça, par exemple, créer des catalogues pour chaque service. Donc là, c'est le catalogue du Deveco. Donc là où chaque donnée est référencée, ils ont un petit moteur de recherche pour rechercher la donnée. Donc tout est décrit. Ils ont la possibilité de la visualiser ici. Voilà, hein, toutes les informations qui sont renseignées. On a fait de même avec le service mobilité. Donc, vous voyez, lui, il est actuellement en cours de constitution. Donc là, on a de la donnée qui est très bien renseignée. Et d'autres qui sont encore, voilà, on voit notamment les noms n'ont pas été encore mis à jour. Et voilà, vraiment l'intérêt pour nous, c'est de pouvoir vraiment faciliter l'accès et la visualisation des données à nos services. Hop, ça, je vais reprendre. J'en étais, excusez-moi. Allez, voilà. Oui, voilà, là, c'est ce que je viens de vous présenter, en fait, où par exemple, là, j'ai un exemple où on explique bien la procédure de comment aller télécharger telle donnée. On a même, on utilise des projets FME pour les convertir et les mettre à nos formats. Donc voilà, on liste même ça. Donc ça, c'est un outil, voilà, au niveau du SIG qui devient très important. Au moins, quand c'est l'un ou l'autre qui gère une donnée, maintenant tout est renseigné et l'autre personne peut renseigner sans avoir besoin de l'autre. Une dernière petite démo aussi, un petit outil, qu'on utilise, donc c'est le plugin QGIS qui a été développé par ISOGEO. Donc je vais vous le montrer, brièvement. Donc il n'est pas encore, 100 opérationnel chez nous, hein. On n'a pas encore fini d'écrire toutes les données. Mais je peux vous montrer le principe. Donc voilà, hein, c'est un petit plugin qu'on vient installer. Après, il y a un petit bouton ISOGEO. Et en fait, on va venir se connecter au catalogue de données, qu'on a créé. Donc là, ça va recenser les différentes thématiques qui sont, disponibles. J'en avais plus tout à l'heure. Là, si je filtre. Voilà, là, on a différentes données, voilà les lignes de bus à haute fréquence. Par exemple, si je clique, hop, on va afficher toutes les informations, tout l'historique.
Donc ça aussi, cet outil, ça peut permettre à nos utilisateurs de QGIS de s'y retrouver pour afficher les informations. Et par le biais de notre solution de de business géographique, on va pouvoir aussi publier nos données en WFS, au format WFS, et QGIS va pouvoir venir les chercher. Donc voilà, ça c'est l'effet démo. Hop, bon là c'est les communes. Vous voyez là, j'ai voilà, par exemple là pour les parcelles, là, j'ai ouvert la fiche, hop, voilà. J'ai ouvert les parcelles, donc bon, je l'ai ouvert 2 fois. Voilà, ça facilite aussi l'accès à toutes les données, notamment pour les utilisateurs QGIS et même pour nous en termes de voilà, quand on doit produire des cartos, quand on doit vite s'y retrouver, c'est bien d'avoir tout en tête, comme on le disait, mais c'est mieux d'avoir, quelque chose de formalisé sur un côté et de pouvoir plus facilement gérer nos infos. Voilà. Donc sinon, les perspectives et les améliorations, qu'on voit à Isogeo. Donc actuellement, on est en cours, hein, de saisie des métadonnées. Voilà, ça, il faut pas se mentir, hein, c'est un travail long et fastidieux, mais qui est nécessaire. Voilà, il faut y passer et ce travail de saisie, il est assez long et presque pour chaque donnée, finalement, on se repose un peu les questions. Il y a certaines données, on se dit finalement, celles-là, on va peut-être falloir les reformater ou les et cetera. Donc c'est un travail d'introspection aussi, en fait, dans le service, quand on caractérise ces données. Donc nous, nos perspectives au sein du service, c'est donc de fournir un catalogue pour toutes les directions, par thématique. C'est d'exploiter, alors ça on l'a pas encore exploité, on attend d'avoir fini donc le plugin CSW pour pouvoir diffuser aux différentes plateformes d'open data. Et ensuite, une petite perspective, enfin une amélioration qu'on souhaiterait peut-être, voir le jour, c'est, la mise en place peut-être, d'une communauté d'utilisateurs ou faciliter les échanges entre les utilisateurs pour, pourquoi pas, partager de la métadonnée. Par exemple, je sais pas moi, j'ai fait toutes les métadonnées, du cadastre, au format IDGO, peut-être les partager à quelqu'un dans un format standard pour qu'ils puissent, bénéficier de mon travail et puis, moi, par la même occasion, peut-être aussi, récupérer des métadonnées de cet utilisateur. Donc voilà, merci pour votre attention et puis je suis à votre disposition pour des questions sur l'outil. Merci Jérôme. Du coup, Anthony et Vincent, je vous laisse partager. Vous me dites si tout est bon de votre côté. C'est ça, ouais. Je suis en train de partager là. Bonjour à vous. Enfin, C'est bon pour le partage? Est-ce que vous voyez le partage? Ouais, impec. Ah, nickel. Écoutez, on va vous présenter l'indexation et les référencements des données sur notre ville principale qui est Belfort et sur son agglomération. Alors, pour commencer, je vais vous présenter le contexte. Où est-ce qu'on se trouve? Donc, on est tout proche de la frontière Grand Est, mais en région Bourgogne-Franche-Comté. On se situe dans l'un des plus petits départements de France qui se nomme le territoire de Belfort. Et notre agglomération comprend 52 communes pour 103 000 habitants, un peu moins, et puis un peu moins de 300 km². En termes de compétences, ça reprend un peu les compétences qu'a évoqué Jérôme, hein. On a les compétences d'une agglomération. Néanmoins, on a une particularité, c'est-à-dire qu'au sein de notre agglo, on est un service, la direction des systèmes d'information, qui est un service mutualisé. Ça veut dire qu'on reprend les compétences de l'agglomération, mais aussi les compétences de la ville principale, qui est Belfort, qui a une capacité de 46 000 habitants et pour laquelle on a donc de nombreuses missions, comme par exemple au niveau du service éducation, on travaille sur la partie périmètre scolaire. Et pour m'accompagner dans toute cette démarche, on a une équipe de 2 agents géomaticiens qui travaillent sur les jeux de données. Et comme on l'a évoqué, l'indexation et la partie, on va dire, data grand public et web grand public
est géré par notre collègue Vincent Becker depuis maintenant 1 an et demi. Donc, au niveau des compétences autres que celles évoquées par Jérôme, on a donc le service éducation, nos services événementiels sur la ville de Belfort qui nous sollicitent régulièrement. Par exemple, en ce moment, on travaille énormément sur l'arrivée la ville des têtes-parts du Tour de France. Et également, on est des gestionnaires de réseau, donc on répond au DT DICT en faisant appel à nos données SIG et aux applis SIG qui peuvent permettre de générer des demandes de travaux, on va dire, de façon automatisée. Donc, on a au final un système d'information géographique qui en termes de compétences et de fonctionnement, est quasiment équivalent un peu à ce qui se fait au niveau du Grand Besançon, avec une infrastructure qui est sur une base de données PostgreSQL, avec un système de gestion des données, des outils de gestion des données SIG qui est énormément basé sur les solutions Esri ArcGIS quand même. Hein. Là, on fait appel à une solution éditeur. On utilise QGIS, mais dans un moindre rôle. Et également, pour faire des transferts de données de façon efficace, on utilise également le TL FME. Et pour toute la partie web applicative, on utilise les solutions ArcGIS, ArcGIS Enterprise, et pour le grand public, ArcGIS Online. Et évidemment, pour la partie catalogage, on fait appel à Isogeo maintenant depuis plusieurs années. On va dire que ça fait au moins 5 ans qu'on travaille avec les solutions Isogeo. Et quand finalement on a un nouveau jeu de données à créer au sein de notre système d'information géographique, il faut penser finalement à la qualité de la data. Hein, c'est hyper important. On n'est pas là pour accueillir finalement les collègues et leur dire oui, on va insérer de la data et puis on verra ce que ça donne. Non, il faut vraiment réfléchir à sa pérennité, à sa qualité. Et donc, il faut faire on va dire, une analyse des besoins avec le service demandeur pour justement valider la création de cette data, parce que parfois, on peut déjà l'avoir en magasin et finalement, il n'y a qu'une notion de partage à réaliser pour la mettre à disposition. Une fois qu'on a vu que cette donnée, on ne l'avait pas au sein de notre collectivité et qu'elle n'était pas disponible, et qu'il faut qu'elle soit créée parce qu'elle fait partie des compétences de notre collectivité territoriale, il faut qu'on valide avec le service demandeur qui est un référent métier qui nous permette justement de garantir la qualité de la data au fur et à mesure du temps, qui soit finalement le référent de la mise à jour et cette mise à jour au fil de l'eau qui est nécessaire pour que la donnée présente au sein du SIG soit qualitative. Une fois qu'on a eu la validation du référent data, on crée cette couche avec sa structure au sein de notre système de gestion de base de données qui est une base de données Postgre. Et ensuite, en fonction des besoins, on fait une publication de la couche au sein de notre portal. Et ensuite, on lui donne des droits à cette couche. Soit elle est simplement consultable par un groupe d'utilisateurs, soit elle est diffusable au sein de notre organisation. On crée un groupe d'utilisateurs qui peut réaliser de la mise à jour via le web. Et ensuite, en fonction des besoins et du fait qu'on est une collectivité territoriale et qu'on veut faire preuve de transparence, de plus en plus de couches sont publiées sur ArcGIS Online pour être justement diffusées ensuite au plus grand nombre. Et on fait aussi une publication de ces couches sur Isogeo pour avoir un moissonnage sur l'organisme d'État qui est en charge de la donnée ouverte, qui se nomme DataGouv. Voilà un petit peu pour le process qui est réalisé, on va dire, de façon très, très régulière au sein de nos équipes pour faire une donnée de qualité. Et vu le nombre de couches qu'on crée depuis maintenant plusieurs années, on atteint maintenant les 250 à 300 couches de créées qui sont propres à notre collectivité territoriale et on avoisine le même chiffre au niveau des web services. Il nous faut, comme l'a évoqué Jérôme, un scan, une indexation, un catalogage. Et cette partie méthodologie va vous être expliquée par mon collègue Vincent Becker qui est en charge de cette mission-là. Bonjour, donc pour cataloguer cette donnée dans les meilleures conditions, on n'est pas du tout parti du catalogage, on est parti du thésaurus, c'est-à-dire de l'ensemble des mots-clés qu'on va utiliser pour cataloguer cette donnée. On s'est basé sur un thésaurus existant, qui est celui qui est recommandé par la norme Aspire, qui est le thésaurus GMET. Donc, je vous laisse lire ce que ça veut dire. Je vous fais grâce de mon accent anglais.
L'avantage de ce thésaurus, c'est que, d'une part, il est co-construit avec les services producteurs. En l'occurrence, comme on commence par les données des sujets, avec les collègues géomaticiens et Anthony, on a pris ce thésaurus qui fait 10 000 mots au départ et on l'a adapté à notre besoin. Donc déjà, on a supprimé tous les mots qui ne nous servaient pas. On est tombé à environ 800 ou 900 mots et on a ajouté une centaine de mots-clés qui n'y suffiraient pas et dont on avait besoin pour un thésaurus au final qui fait environ 1000 mots et qui est organisé en thèmes. Il y a une quinzaine de thèmes de mémoire. Donc des grands thèmes qui rassemblent ces mots-clés. L'avantage de ce vocabulaire co-construit, c'est que d'une part, il est exhaustif, c'est-à-dire qu'il comporte tous les mots-clés dont on a besoin, avec évidemment une capacité à s'enrichir en fonction de l'arrivée de nouvelles données pour lesquelles les mots-clés n'existeraient pas. Mais surtout, il est obligatoire, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de mots-clés qui sont en dehors du thésaurus, donc qui n'ont pas été validés par les services producteurs de données. L'énorme avantage, c'est que ça détache complètement le processus d'indexation de la subjectivité de celui qui indexe, puisque quand on voit une data, notre cerveau, forcément, il a des référents de notre expérience personnelle qui imaginent des usages de cette data. Donc, si on met les mots-clés au fil de l'eau, on va mettre les mots-clés qui correspondent aux usages qu'on imagine, qui peuvent être complètement différents de l'usage d'une autre personne. Donc, le fait d'avoir un thésaurus obligatoire, ça permet de supprimer complètement ce biais cognitif, on va dire, et d'avoir une indexation qui ne dépend pas de la personne qui indexe, et partant de là, une recherche qui sera beaucoup plus efficace pour les personnes qui vont taper les mots-clés dans les différents moteurs de recherche qui auront fait remonter ces mots-clés, puisqu'ils sont d'une part relativement standardisés et d'autre part relativement objectifs. Évidemment, il y a toujours une part de subjectivité, mais le fait d'avoir une liste exhaustive, ça permet de mettre plein de mots-clés auxquels on n'aurait pas pensé parce qu'on les voit dans les thèmes, et d'éviter de rajouter des mots-clés au pif au fur et à mesure qu'ils nous viennent, juste en se disant oui, il nous faut au moins 5 mots-clés, donc j'en ai inventé 4 parce que j'en ai qu'un qui me vient. Voilà. Donc, pour ça, on avait donc établi un groupe de travail avec les producteurs de la donnée pour cette construction et la validation, et l'ajout des mots-clés maison. Ensuite, pour intégrer ces mots-clés et les autres métadonnées, bien sûr, aux fiches, on a tout d'abord réalisé, avec l'aide d'Isogeo, un export des fiches au format Excel. L'idée étant d'indexer, d'inscrire toutes les métadonnées nécessaires au respect de Inspire et que permet Isogeo, donc que ce soit le titre, le résumé, la description de la donnée, les mots-clés, etc. On les rentre dans le Excel. Ensuite, on fait valider par les services producteurs qui nous confirment qu'ils retrouvent bien leur petit. On ne s'est pas gouré dans la description parce que forcément, quand on indexe des données métiers, on n'est pas forcément au fait du métier qui nous a donné, on ne peut pas tout savoir. Donc, on fait valider cette indexation. Donc, c'est un peu long. Hein. Et ensuite, on la réintègre, on la copie-colle en gros dans Isogeo. Et on est comme ça certain d'avoir une indexation qui correspond à la réalité du métier qui a produit la donnée, puisque l'indexation elle-même a été, la donnée, comme on l'a vu avec Anthony, a été validée, mais l'indexation elle-même est validée aussi. Et c'est seulement à la fin qu'on intègre tout ça à la plateforme Isogeo. Donc, une fois qu'on a fait cette indexation, on a un certain nombre d'usages qui deviennent possibles. Donc, si on commence par les usages en interne à la collectivité, donc ça, c'est ce qu'on a déjà vu avec Jérôme. Hein. On a un établissement complet d'un catalogue de la donnée, puisqu'on a beaucoup de données. On peut en oublier, on peut avoir des doublons. Et le fait de la cataloguer fait transparaître déjà les doublons, les données obsolètes. On retrouve des données qui n'ont pas été mises à jour depuis 2017 ou qui sont complètement plus du tout d'actualité. Des mauvais classements. Alors ça, par exemple, on avait des web services un peu, on va dire, historiques qui dataient de l'époque où on avait très peu de couches. Donc, il y avait un service qui s'appelait Divers et puis qui rassemblait tout un tas de couches intéressantes en elles-mêmes, mais sans aucune cohérence. Donc ça, par exemple, c'est un service qu'on ne peut pas indexer. C'est pas l'idéal. Comme on a en même temps des couches de réseau, des couches d'urbanisme, des couches d'espace vert, quels mots-clés on met là-dessus? Donc ça, c'est des services qu'on reclasse, on ventile les couches dans des nouveaux services cohérents et ensuite on peut indexer. Donc tout ce travail d'indexation, il permet de détricoter l'historique d'une indexation pas forcément optimale
Et puis, il faut le faire, il ne faut pas attendre trop avant de se lancer, parce que comme on l'a vu avec Jérôme, la tâche est quand même lourde, c'est très long. Et si on attend d'avoir 1000 services avant de le faire, autant vous dire qu'on n'y arrivera jamais. Donc, il faut le faire tant que c'est encore humainement faisable et ensuite mettre à jour l'indexation au fur et à mesure que de nouvelles couches et services sont créés. Voilà. Et ensuite, une fois que tout ça est fait, qu'on voit à l'écran, grâce au widget ISOGEO, c'est la petite capture d'écran en bas. C'est un widget qui s'intègre à notre plateforme Esri, et qui ArcGIS. Arcopole Builder. Arcopole Builder, merci. Je ne suis pas encore au fait de toutes ces subtilités. Donc, ça permet, quand on tape dans rechercher une donnée, on va taper un mot-clé ou le titre, ou ça va permettre de retrouver facilement la donnée existante, et donc ça va permettre aux services utilisateurs de trouver des données qui existent, donc ils ne savaient pas forcément qu'elles existent, et donc ils ont besoin. Et s'ils ne la trouvent pas, de venir vers nous, nous interroger et de dire il n'y a pas cette donnée, il faudrait la créer. Et nous, du coup, soit de la créer, soit de leur répondre, on a si ça existe, simplement, peut-être qu'on ne l'a pas catalogué correctement, et puis par itération, de cataloguer tout ça un peu mieux. C'est ça. L'intérêt, c'est que dans cette outil de recherche, ça permet de lier la couche au web service où est disponible cette couche. Donc, nous, ça nous a permis d'indexer les couches qui sont présentes sous notre base Postgre disponibles au sein de notre portal Esri, mais également les web services disponibles pour les utilisateurs sur lesquels ils vont trouver les couches à disposition. Donc ça, c'est également très, très intéressant parce que ça a pu nous permettre de voir qu'il y avait des web services qui avaient des couches similaires et au final, on peut optimiser les choses, ce qu'on est en train de faire également. Voilà. Et donc, on a aussi un certain nombre d'usages externes, donc notamment la publication sur les plateformes de moissonnage de type DataGouv. Donc, pour ça, on a mis, avec ISOGEO, on a pris le module D4 qui vient en complément du module dont Jérôme a parlé tout à l'heure, et qui est le nouveau format obligatoire pour DataGouv. Et donc, ça nous permet on crée un JSON et ça permet à la donnée d'être moissonnée et mise à jour automatiquement pour DataGouv. Par exemple, on a très récemment mis à jour la base adresse locale et ça a été remonté via DataGouv et mis à jour. Donc là, sur la capture d'écran, j'ai mis nos deux, au-dessus, on voit nos deux moissonneurs. Donc, le moissonneur qui est celui de ArcGIS, puisqu'ils ont aussi un système d'open data. Et en dessous, le moissonneur D4 d'ISOGEO. Et en dessous de ces deux moissonneurs, on voit un exemple de ce qu'on voit côté administrateur. C'est la liste des prénoms des nouveau-nés par an. Donc, il y a une publication obligatoire pour les mairies. Il faut tous les ans qu'on publie la liste des prénoms donnés aux nouveau-nés et combien de fois ils ont été donnés. Ce n'est pas la liste de naissance avec nom, prénom, etc. C'est anonymisé. C'est juste les prénoms. On sait qu'il y a eu 5 Albert, voilà, etc. Et donc, on voit qu'on a, tout en bas, on voit les mots-clés, donc qui sont les années de mise à jour. Données ouvertes, ça c'est le mot-clé obligatoire pour dire que c'est de l'open data. Et puis prénom, qui est le mot-clé pour les prénoms, tout simplement. On peut consulter la fiche et télécharger directement. Voilà, donc quand on consulte la fiche en tant qu'utilisateur et non plus en tant qu'administrateur, on tombe là-dessus. Donc, on voit le titre, la description, et en dessous, on peut directement télécharger les CSV. Donc ça, c'est des CSV qu'on a publiés sur la plateforme ISOGEO, qui ont été moissonnés par DataGouv, qui les a vus sur ISOGEO et qui les a remontés automatiquement. C'est-à-dire que ISOGEO, il ne se cantonne pas à la donnée géographique. On peut indexer et partager tout type de documents et ça va automatiquement se mettre à jour. Là, par exemple, 2022, je l'ai mis à jour en début d'année dès que l'hôpital nous a envoyé la liste des nouveau-nés. Et donc, le 10 février 2023, on voit le moissonneur l'a vu, paf, il a mis à jour automatiquement, puisqu'il est allé voir le JSON de ISOGEO. Oui, voilà. L'important, c'est d'avoir finalement une publication de fichiers qui sont dits ouverts, quoi. Là, en l'occurrence, c'est du CSV. Pour la donnée géographique, ça va être du shapefile. Il faut être simplement dans les standards d'ouverture. Voilà, et puis surtout, utiliser des… Là, le CSV pour les prénoms, il y a une trame officielle qu'on utilise. Ce n'est pas une structure qu'on a fait nous-mêmes. Il faut vraiment, pour que ce soit interopérable, c'est bien d'ouvrir la donnée, mais il faut l'ouvrir dans le format dans les standards officiel standard, parce que sinon, si on ne le respecte pas,
tout ce qui est agrégateur, ils ne reconnaîtront pas notre donnée, ils ne l'utiliseront pas. Voilà. Donc, ça nécessite quand même aussi de bien réfléchir, d'une part aux données qu'on veut ouvrir et d'autre part au format qu'on veut leur donner. Par exemple, c'est pareil pour la base d'adresse locale, c'est un format très, très formalisé, puisque c'est les adresses qu'utilise la Poste. Si le format n'est pas standardisé, forcément, si ça varie d'une mairie ou d'une collectivité à l'autre, ça va être complètement inutilisable. Voilà. Et donc, pour conclure, on a une proposition d'amélioration par rapport à la plateforme ISOGEO qui se centre surtout sur la gestion des mots-clés. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très puissant, les mots-clés. Simplement, il y a deux petits manques dans ISOGEO, à notre sens. C'est d'abord le pouvoir faire une arborescence des mots-clés par thème, c'est-à-dire que quand on met un mot-clé, le thème remonte automatiquement, puisque c'est le thème pair. Et parce que là, on le gère à la main, c'est-à-dire que quand je mets un mot-clé, en plus, à la main, je regarde dans quel thème il est et je le mets. Donc, il y a un risque d'erreur, mais surtout si après quelqu'un supprime un mot-clé parce qu'il n'a plus lieu d'être, il faut penser à supprimer le thème. Donc, ça fait deux facteurs d'erreur. Et ensuite, tu as un moteur linguistique, c'est-à-dire qui gère les synonymes, les singuliers pluriels et éventuellement les fautes de typo. Comme quand on tape une recherche avec une faute dans Google, il nous propose l'orthographe exacte. Voilà. Donc la gestion des synonymes, c'est important parce qu'on a des langages métiers qui ne sont pas forcément ceux qui vont être recherchés par les gens qui ne sont pas du métier. Si je prends un exemple, si vous recherchez le périmètre des écoles primaires, vous allez taper école primaire. Sauf que le métier, il appelle ça des écoles élémentaires. Et si je veux que ce soit retrouvé par des gens qui ne sont pas dans l'éducation, qui eux vont taper école élémentaire, eh ben, il faut que je pense à mettre en plus école primaire. Alors que si j'ai une table synonyme qui me dit école élémentaire et école primaire, c'est la même chose, je vais mettre que école élémentaire, qui est le mot métier. Et si quelqu'un cherche mot primaire, il va voir dans la table synonyme et la donnée va remonter. Donc ces deux mesures-là, ça permettrait d'améliorer l'indexation en limitant le risque d'erreur et d'améliorer la recherche en la rendant plus pertinente et en faisant remonter les données plus facilement en cas de recherche qui ne correspondent pas au mot exact qu'on a rentré grâce au moteur linguistique. Voilà pour cette petite présentation. Merci beaucoup. Eh ben, on va pouvoir passer aux questions. Carlo, je te laisse prendre le relais. Merci Emma. Du coup, alors j'ai vu que vous aviez posé des questions au fur et à mesure. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. On va commencer par la première qui avait été posée pendant la présentation de Jérôme. Peut-on consulter votre Open Catalogue? Jérôme, Alors, pour consulter notre Open Catalogue, en fait, à la génération de l'Open Catalogue, en fait, on va générer une URL. Et après, je dirais cette URL, on en fait un peu ce qu'on en veut. Soit on pourrait la mettre sur un site web ou la communiquer directement à quelqu'un. Donc, au jour d'aujourd'hui, nos URL, on les a pas communiquées. Donc, elles sont cachées, on va dire. Mais voilà, je dirais c'est une diffusion simple. Il suffit de communiquer l'URL dans un premier temps, soit sur un site internet, soit l'envoyer par mail, etc. c'est ça. Entre-temps, je vais pouvoir vous envoyer dans le chat un lien de notre Open Catalogue de démo qui pourrait potentiellement vous aider. Donc ça, voilà, c'est juste un titre d'exemple. Hop, le voilà, je vous le mets dans le chat directement. Donc c'est le même concept. Il faut savoir que les liens de manière générale ne sont pas référencés dans Google. Donc il faut vraiment avoir l'URL pour pouvoir accéder à l'Open Catalogue. Et donc en l'occurrence, ça permet de pouvoir justement publier un Open Catalogue en intranet ou sinon sur un site internet, parce qu'on ne pourra jamais le retrouver en tapant des mots-clés dans une barre de recherche comme celle de Google. Du coup, pour la deuxième question, qui était aussi posée pendant ta présentation, Jérôme, est-ce que vous utilisez ISOGEO comme base pour générer des modèles de données? Je dirais non. On s'en sert vraiment pour décrire la donnée. Après, voilà, pour générer nos modèles de données, on va utiliser d'autres outils. Voilà, ISOGEO, c'est vraiment pour le référencement de la donnée. Ça nous pousse à peut-être à organiser, voir les données dans leur ensemble, mais non, on ne s'en sert pas pour générer des MCD.
Ça, effectivement, nous, c'est vraiment que de la description, de la métadonnée. Et après, de l'alimentation des différentes applications potentielles que vous pouvez utiliser, comme l'Open Catalog, le CSW, le Decat, le widget ou les différents plugins. Mais la base, c'est vraiment la métadonnée de la donnée. La troisième question qu'on avait, qui a déjà une réponse, mais je la lis à haute au cas où tout le monde ne l'a pas vue. Ça a été posé pendant votre présentation, Anthony et Vincent. C'était comment s'appelle ce thésaurus proposé par Inspire? Et donc la réponse, c'était bien le thésaurus GMET. C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vous laisse un petit moment, un petit instant, au cas où quelqu'un veut poser une nouvelle question. Sinon, je pense qu'on pourra éventuellement s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai juste une toute petite remarque, je ne sais pas si on m'entend. Oui. Oui, c'est bon. Par rapport au thésaurus GMET, donc c'est un thésaurus qui est recommandé par Inspire. Inspire lui-même ne propose pas de thésaurus. Il a la particularité d'être donc recommandé par Inspire, d'être entièrement au singulier, et dans le paragraphe suivant, Inspire nous précise bien que les mots-clés doivent être au pluriel. Donc on a passé un certain temps et un temps certain à passer les mots-clés du singulier au pluriel à la main. Donc voilà, c'est Des moments de plaisir. Effectivement, c'est vrai que parce que les recommandations nationales, c'est que ce soit en minuscule et au pluriel quand c'est possible. Non, mais c'est vrai, comme l'a évoqué Jérôme, c'est quand même assez chronophage, hein, cette phase d'indexation de saisie, mais elle est de toute façon essentielle. Alors, on ne peut pas passer à travers. Une fois qu'elle est faite, au moins elle est faite. Et puis, oui, on a des utilisateurs qui sont heureux de pouvoir faire des recherches de qualité, quoi. Voilà, ça c'est sûr qu'il faut bien structurer les choses, bien les normer, faire appel à des référentiels comme GMET pour pouvoir saisir des mots-clés de qualité qui permettront de faire de l'indexation et de la recherche qualitative derrière. Voilà. Alors, on a deux nouvelles questions. Donc, je vais commencer par la première. Comment ça se passe lorsqu'une donnée cataloguée est modifiée? Faut-il la ressaisir ou la scanner à nouveau? Est-ce que l'un d'entre vous aimerait répondre à cette question? Moi, je peux répondre s'il faut. Ouais. Ouais. Bonjour Gilles, au passage, hein, c'est un voisin. En fait, les modifications des données, elles sont repérées lors de nouveaux scans. C'est ça. Donc, en fait, à chaque fois qu'on va lancer un scan, on va voir les modifications de données. Donc, si c'est de la donnée purement géographique ou attributaire, je pense techniquement, il n'y a pas grand-chose. Il va y avoir la nouvelle date de modification de la donnée qui va être automatiquement remontée dans IsoGeo. Voilà, la date de mise à jour. S'il y a, hormis peut-être une modification structurelle, des ajouts de colonnes ou un truc comme ça, on ira renseigner à nouveau. Si on renseigne les alias pour les noms de champs, les choses comme ça, on ira compléter un peu la donnée à la mano. Mais pour une modification, on va dire classique, qui a été mise, la couche elle est en édition et c'est des agents qui les mettent à jour. Non, on détectera simplement à chaque fois les nouvelles modifications, mais il n'y aura pas forcément intervention de notre part. Une intervention s'il y a une modification structurelle ou un peu plus loin de la donnée. C'est effectivement l'intérêt de passer par un scan IsoGeo, c'est justement de ne pas être obligé de faire une saisie d'une date de mise à jour. Il la détecte automatiquement et il la mentionne sur le catalogue. Ça, c'est quand même un intérêt grand, effectivement. Ouais. Voilà. Ah, voilà. Ça me permet de passer à la question suivante, qui est, hormis l'exhaustivité, qu'apporte le scan? Quelles infos récupère-t-il? Est-ce que l'un d'entre vous veut répondre à cette question? Sinon, éventuellement, je me lancerai dans la réponse. Vas-y, Carlo, peut-être, parce que tu es le plus connaisseur de l'ensemble des fonctionnalités du scan. Oui, mais bon, après, voilà, c'est un petit retour d'expérience. Donc, je me dis, si jamais je veux voir ce qui, Je peux, hein, s'il ce faut. dont vous vous souvenez des Vas-y, différentes Vincent, formations et tout, vous pouvez y aller, hein, essayer, tenter le coup. Et puis moi, Vincent va essayer de répondre compléterai si à besoin. l'interro. Grosso modo, le scan, il va récupérer tout ce qui est données techniques, métadonnées techniques sur la donnée. Donc, le format de la donnée, son étendue géographique, sa date de dernière mise à jour, les web services auxquels il est attaché, ou alors pour un web service, les couches auxquelles il renvoie.
voilà, toutes ces données-là, elles vont remonter automatiquement. C'est vraiment toute la donnée qui est totalement informatisable et qui n'est pas à être ressaisie. Ce qui est, enfin, on peut retourner la question. On peut plutôt se demander quelle est l'information que le scan ne remonte pas. Donc, c'est toute la donnée, la métadonnée, pardon, qui doit être forcément remplie par un humain. C'est-à-dire taper des textes qui résument la donnée, parce que forcément, le scan, il va absolument pas comprendre ce que représente la donnée. Ça, c'est le créateur qui le sait. Tout ce qui est indexation, titre, voilà, contexte de création, voilà, tous ces champs qui sont disponibles dans l'ISOGEO et qui forcément doivent être remplis de manière humaine. Voilà, pour faire rapide. Alors, une petite précision. Le scan actuellement, on ne scanne pas de services. On ne fait pas le lien avec les services directement. Le recensement des services est à part et après, il y a une association qui est faite. Là, c'est vraiment le scan, c'est vraiment autour de la donnée elle-même. Okay. C'est vraiment autour de la donnée elle-même. Donc, ça va être voilà, base de données, schéma, nom de table, les attributs et leurs alias. Alors, Il scanne oui, finalement toutes les effectivement. couches qui sont sur Comment? un user particulier, non? C'est ça, Carlo? À mes souvenirs, on scanne les couches qui sont sur le user ISOGEO chez nous, par exemple. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que dans la base de données, on va utiliser les droits de l'utilisateur qui est paramétré, les droits de l'utilisateur en base de données pour accéder aux différentes données. Et donc voilà, c'est ce qu'on va voir de manière générale. Voilà le nombre d'entités, par exemple, tout ce genre de choses. Et effectivement, donc comme l'a dit Vincent, après il y a un travail de documentation qui est fait par rapport aux différentes étiquettes, aux résumés, aux titres. Bien que certaines étiquettes peuvent être ajoutées automatiquement aussi par le scan. Si on décide de scanner par thématique, par exemple, on peut très bien, à partir de là, renseigner un certain nombre de mots-clés, de catalogues, de thématiques de groupe de travail et de thématiques Inspire automatiquement depuis le point d'entrée. C'est-à-dire qu'on va lancer le scan sur cette thématique spécifique. Et bien, à partir de là, ça va ajouter toutes les métadonnées qu'on a sélectionnées automatiquement à toutes les fiches. Voilà, pour compléter, nous, ce qui nous arrange bien, c'est qu'en fait, le scan est paramétré en fonction des schémas qu'on a dans nos bases Postgre. Et par exemple, on a un schéma développement éco, schéma mobilité, et automatiquement, il va nous déposer les données dans, entre guillemets, le catalogue mobilité ou le catalogue éco. Comme ça, c'est beaucoup plus simple aussi pour nous de suivre les mises à jour. Si des données ont été mises à jour, automatiquement, elles sont déjà orientées dans un bon catalogue. Et voilà, après, il y a encore un travail de documentation, de renseignement à faire, mais ça, c'est vraiment un gros plus. C'est ça. Et pour répondre à votre question, Romain, le scan est-il compatible ArcSDE? Oui, dans le sens où à l'agglomération du Grand Belfort, c'est le format qui est scanné. Et alors, voit-il si autorisation ou autre option spécifique à SDE? Alors, c'est ce qui va être remonté en plus des différentes informations comme le schéma, les attributs, le nom de la table, ça va être les alias d'attributs qui sont renseignés en base de données. Donc, ça va être ces informations-là. Vous aurez les alias, enfin l'attribut qui sera récupéré et l'alias qui sera renseigné automatiquement par le scan. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que c'est bon pour vous? Parce que je pense là, il est 16h05, Emma, Ouais, je pense qu'on je va sais pas ce que tu en penses. On va pouvoir s'arrêter là? terminer. Ouais, je vais juste vous passer ma petite slide de publicité avant de clôturer le webinaire. Et oui, donc si vous êtes intéressé par la thématique globale de la gouvernance des données géographiques, n'hésitez pas à télécharger ce livre blanc qui est disponible aussi gratuitement sur notre site www.isogeo.com. Donc sur la page d'accueil, si vous défilez tout en bas, vous pourrez trouver le lien de téléchargement dans le pied de page. Et bon, comme la thématique est assez proche du webinaire d'aujourd'hui, n'hésitez pas. Et également, bien sûr, je remets là le programme pour le dernier épisode qui aura lieu le 29 juin. Ouais.
le 29 juin. Donc, sur le retour d'expérience de Aropaport Le Havre, vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur webinaire avec un s.isogeo.com. Voilà. Donc, merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup, Jérôme, Anthony, Vincent, Carlo aussi, pour votre participation à vous. aujourd'hui. Merci à tous. Merci à tous. Merci pour Ouais, votre intérêt au webinaire. C'était sympa cet échange. Oui, tout à fait. Et il n'y a pas de souci, hein, si vous voulez nous recontacter, hein, je suis disponible sur LinkedIn, on peut échanger, il n'y a pas de problème. Merci à vous. exactement. Et n'hésitez pas à nous envoyer aussi vos questions. On peut y répondre même a posteriori, par mail ou par téléphone, etc. Parce que c'est sûr que le sujet gouvernance de la donnée, on va encore y penser et réfléchir pendant de nombreuses années. Ça va être notre travail au quotidien pendant encore de bonnes années. Donc, on a matière à être en forte croissance et à discuter ensemble. Il n'y a pas de souci. Et d'échanger et de partager. Merci à tous. Ok, merci à Merci vous. à tous. Allez, à bientôt. Bon après-midi. Au revoir. Bonne journée, à bientôt. Aussi. Au revoir. Au Bye revoir. bye.